Exactement, 19h45. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, guéguerre entre les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques suite aux élections de l'amicale et l'annulation des résultats de vote par la commission électorale. Le moment de se poser des questions sur le rôle des amicales. Nous allons donner la parole aux étudiants dans ce journal, dans le reportage signé Pape Mbaye Diawo. Et puis ce 9 juin est célébrée la journée internationale des archives. Est-ce que les médias sénégalais ont un système d'archivage affirmatif pour certains? C'est le cas de Sud FM. Un tour à la première radio privée du Sénégal nous permet de faire le constat. Nous serons avec Mam Seynabou Babou sur place. Et puis la rubrique Fenêtre d'Afrique nous mène aujourd'hui en Gambie. Amadou Bari va nous parler des prochaines élections présidentielles avec la révision du fichier électoral entamé ce mois de juin 2021. En fin d'édition, dans la rubrique Découverte de ce jour, nous irons visiter des bâtiments à Kaolack, des infrastructures qui datent de l'époque coloniale. Sous le poids de l'âge, ces bâtiments menacent ruine. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous. D'abord, décès de Abdou Faye, l'un des complices de Baye Modou Fall, alias Boy Djiné, le célèbre fugitif du camp pénal. Abdou Faye a été retrouvé pendu au commissariat central de Dakar. Rappelons qu'il a été arrêté vendredi dernier en même temps que Boy Djiné. Sous le nom, en même temps que Boy Djiné à Missira, dans la région de Tambacounda, par la gendarmerie nationale. Et puis Hambourg saisine de 4 tonnes de médicaments et de chanvre indien d'une valeur estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Une opération effectuée par la brigade mobile d'intervention de la douane d'Hambourg. 2 individus ont été interpellés par les soldats de l'économie. Les précisions de Ibrahim Kamara. Il est le chef de la subdivision de la sous-brigade de la douane d'Hambourg. Nous l'écoutons au micro de Muntaga Kana. La saisie de la brigade mobile de Mour, c'est une brigade qui a en 24 heures fait déjà 2 saisies, une saisie de chanvre indien et une saisie de médicaments. Et avec l'autorisation de l'autorité supérieure, nous avons monté une opération que l'autorité a dénommée bouclage du littoral pour surveiller tous les points de déchargement. Et c'est dans ce cadre-là que la brigade de Mbour a opéré en suivant ce qu'on appelle dans notre jargon une livraison surveillée, un débarquement qui a eu lieu à Warang, qu'on a suivi le véhicule jusqu'au marché de Tcharoy, où on a découvert justement une maison inhabitée où il y avait des dépôts. C'est là où on a vraiment saisi une énorme quantité donc, de faux médicaments. C'est le lieu de remercier et de féliciter encore les agents de la brigade de Bourg. C'est du faux médicament et du chanvre indien. Le chanvre indien, c'est 370 kg. 30 millions environ. Et pour les médicaments, c'est estimé par les pharmaciens qui ont estimé donc ces faux médicaments à 518 millions à peu près. Après Mbour, direction Université Cheikh Anta Diop de Dakar, après la décision de la commission électorale d'annuler les résultats du vote du 7 juin 2021 des élections de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, une décision qui fait suite à une guéguerre entre étudiants de la faculté, prétexte pour ITV de se pencher sur le rôle que peuvent jouer les délégués des amicales. Un reportage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar signé Pape Mbaye Diawo. Le rôle des amicales de l'université est défendre les intérêts des étudiants, une mission qui semble perdre son sens aux yeux de certains pensionnaires du Temple du Savoir. C'est le cas de cet étudiant en 2e année en droit. Pour lui, les délégués des amicales ne défendent que leurs intérêts. Le rôle principal des amicales, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a comme l'impression que les amicales sont en train de rater leur but.
ils sont en train de rater leur véritable mission. Et ce qui est déplorable aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, au lieu de défendre les intérêts des étudiants, ils défendent les intérêts de leur propre liste, ce qui est malheureux. Aujourd'hui, cette année, il y a des étudiants qui sont encore en L2 ou bien qui sont encore en L1. Et bon, ce n'est pas parce qu'ils devraient être là, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont victimes d'omission de notes et l'amicale est là. Au lieu de défendre ces genres de problèmes, ils ne le font pas. Cet autre étudiant vient de quitter la bibliothèque universitaire. Selon lui, les délégués ne connaissent même pas leurs prérogatives. Bon, de mon point de vue, en fait, je ne pense pas que les étudiants défendent l'intérêt des... Les amicales défendent l'intérêt des étudiants. Parce que s'ils défendaient l'intérêt des étudiants, ils n'auraient pas être là à faire des bagarres et tout ça. En tout cas, les amicales ne jouent pas leur rôle. En Master 1 à la faculté des sciences et techniques, cet étudiant a fini ses cours et direction le campus social. Il pense qu'il est temps pour les autorités de revoir le profil des délégués. Par rapport à sélectionner les meilleurs pour pouvoir les mettre devant, pour pouvoir piloter, bien organiser. Parce que ce n'est pas à n'importe qui de diriger un amical. Parce qu'il nous faut des hommes réfléchis, il nous faut des hommes conscients, il nous faut des hommes dignes de ce nom pour pouvoir diriger la faculté, pour pouvoir diriger l'université, mais également pour pouvoir diriger le Sénégal. C'est important. Des violences ont encore émaillé le campus de l'université Cheikh Anta Diop. Des délégués non contents de l'issue des élections des amicales ont saccagé les restaurants, ce qui pousse à s'interroger sur le rôle des amicales dans l'université. Pambay Diao, à travers un communiqué, la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar a réagi sur cette affaire. Le COUD compte faire toutes les investigations pour identifier les auteurs de ces violences. Il compte ainsi porter l'affaire devant les autorités juridiques et académiques compétentes. Nous écoutons à présent Khalifa Diagne, directeur adjoint du COUD, au téléphone de iRadio. Nous avons sorti un communiqué pour préciser que suite à ces événements, le COUD a été victime d'attaques et même à la limite de sabotage. Alors que le COUD n'est pas partie prenante dans le processus de renouvellement des amicales de faculté. Le COUD n'a pas organisé les élections et le COUD n'a pas proclamé de résultats. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas compris que les étudiants qui contestaient les résultats viennent s'en prendre au COUD, à ses biens, à son patrimoine, alors que pour l'essentiel, ce patrimoine et ses biens appartiennent aux étudiants et sont destinés à répondre aux besoins des étudiants. Et le COUD a déjà fait un constat sur le terrain et a décidé de mener toute action pour pouvoir identifier non seulement les auteurs de ces casses, mais également voir les motivations qui sont derrière. Et in fine, nous avons décidé de porter l'affaire en justice, mais également de saisir la commission de discipline de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Kaolack, malgré l'interdiction préfectorale, l'association des travailleurs de l'électricité était dans la rue ce 9 juin 2021. Plusieurs de ses membres ont été interpellés par les forces de l'ordre. Rappelons que les travailleurs manifestent pour exiger leur embauchement au niveau de la Sénélec, selon le porte-parole de l'association. Malgré les interpellations, l'association ne compte pas lâcher du lest. Timothy Colli, que je vous propose d'écouter au micro de Adama Sahara. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on a été victime d'une injustice. Cette injustice n'est rien d'autre que d'avoir demandé une lettre d'autorisation de marche. Ce n'est pas une autorisation, c'est un avis, c'est une déclaration de marche à qui on a adressé au préfet. Mais à notre grande surprise, le préfet n'a pas voulu accepter cette demande et ce n'est pas normal. Mais je leur avais dit qu'avec ou sans autorisation, nous allons marcher. Aujourd'hui, nous sommes ici à Medina Baye pour dénoncer les incohérences du directeur général de la Sénélec. Aujourd'hui, tous les Kaolackois sont sortis pour soutenir l'amicale de travail de l'électricité et ensemble pour dire non à Pamba Demba Bitèye, pour dire non à la politisation de la Sénélec, pour dire non au recrutement partisan, pour dire non au recrutement clientélisme qui est en train de faire au niveau de la Sénélec. Prestataires travaillent, ils n'ont même pas de prime de logement, ils n'ont même pas de prime de risque, ils n'ont même pas de prime d'électricité. Et chaque jour, je vous dis, ils sont exposés dans le danger. Et ce n'est pas normal du tout.
Toujours dans ce registre des revendications, ils ont tenu une rencontre hier, les membres du collectif des prestataires de transfert d'argent du Sénégal, pour fustiger, disent-ils, une concurrence déloyale des opérateurs Orange Money et Wave. Selon eux, pour sortir de la précarité des transferts, des tarifs ont été mis sur pied, des tarifs que certains ont même commencé à appliquer. Abindjaï reportage. L'exploitation, les faibles commissions et la concurrence déloyale des opérateurs ont suffi pour déclencher leur amertume. Les prestataires de transfert d'argent n'ont pas attendu longtemps pour appliquer cette nouvelle mesure sur les frais de service. C'est le cas ici à Yoff Tongor. El Hadj Diop s'est rapidement conformé à cette mesure qu'il trouve nécessaire pour la survie de leur travail. Le CPCP, cadre permanent de concertation des prestataires, a commencé l'application des tarifs hier. Mais il y a eu des points de transfert qui ont commencé depuis le 1er juin, mais chacun faisait ce qu'il voulait. Mais depuis hier, tout le monde se conforme au nouveau barème. Tout cela, c'est seulement pour que l'État réagisse. De l'autre côté de la rue, nous apercevons la place de Aboubakary Touré. Ce prestataire ne dit pas le contraire. Membre de Azata, il trouve l'idée salutaire, même si certains clients sont un peu réticents. C'est après notre conférence de presse que nous avons commencé à appliquer les frais de service. Certains clients sont peu réticents, mais si on leur explique les raisons de ce changement, il y en aura qui seront d'accord et d'autres non. Ce n'est pas notre souhait, parce que les clients, ce sont nos amis. Si les opérateurs téléphoniques Wave et Orange Money ne reconsidèrent pas les commissions qu'on leur attribue, ils ne reculeront pas. La continuité de ces tarifs fixés dépend des opérateurs téléphoniques Wave et Orange Money. Si c'est les 1% de commission qu'ils comptent nous attribuer, sans aucun changement, nous allons continuer sur cette lancée jusqu'à nouvel ordre. Cette nouvelle stratégie mise en place par les prestataires est appliquée dans les différents points de transfert, même si beaucoup d'entre eux ne sont pas au courant de cela. L'objectif reste le respect des frais de service dans tous les points pour un cadre de travail de qualité. Abindjaï, nous parlons de la politique de l'emploi des jeunes au Sénégal avec le financement de l'Agropole Centre qui a été bouclé. Les travaux vont démarrer bientôt. C'est le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries qui donne l'information. Selon Moustapha Diop, pour l'Agropole Centre, il est attendu à la création de près de 19 000 emplois directs d'ici 2027. Le ministre a été dans les communes de Dia et Médina Saba. Le compte-rendu est signé à Damassara. Le gouvernement du Sénégal, à travers son programme Plan Sénégal émergent, est en train de réaliser des agropoles intégrées et compétitives à travers le pays. Parmi les filières retenues dans la zone centre, celle de l'arachide, du sel et des céréales figure en bonne position. 4 agropoles à faire, l'agropole nord, l'agropole centre, l'agropole sud, l'agropole ouest, et l'agropole centre qui couvre les régions de Kaffrine, de Diourbel, de Kaolack, mais également de Fatick. Les études de faisabilité, mais également la structuration du projet nous ont permis alors d'identifier les filières prioritaires comme le sel, l'arachide et les céréales qui sont à développer à côté d'autres filières complémentaires. Et en termes de création d'emplois, il est attendu la création de 19 200 emplois, compte tenu des filières complémentaires qui vont générer des emplois indirects. Le Royaume de Belgique va accompagner le projet. Selon l'ambassadeur de la Belgique au Sénégal, 15 milliards de francs CFA seront débloqués pour la réalisation des études de faisabilité. C'est avec grande fierté que la Belgique s'insère là en donnant, comme vous le dites, plus ou moins 15 milliards de francs CFA pour le développement de l'Agropole Centre. Elle offre également toute son expertise et son savoir-faire, son soutien, son appui, son accompagnement en tant qu'ami et que partenaire du Sénégal pour le développement de cette agropole, de ce très très beau projet qui visera principalement à exploiter
ou plutôt à faire en sorte que les jeunes, les hommes et les femmes du Sine Saloum puissent déployer tout leur talent et le territoire déployer toutes ses potentialités. Le module central sera implanté dans la commune de Dia et le module régional dans la commune de Medina Sabah. Pendant ce temps, à Diamniadio, à Damassar, litige foncier autour de 11 hectares des jeunes de la localité réunis autour du collectif Sam Souniouyef ne veulent pas, disent-ils, qu'on touche à leur terre au banc des accusés. Un promoteur qui, selon eux, veut mettre la main sur 11 hectares dans la zone de Diamniadio. Ousmane Sow, membre du collectif que je vous propose de suivre au micro de Babacar Sek. Il s'agit du site dédié exclusivement à la construction d'un stade et de cimetières musulmans et chrétiens. À Diamniadio Sud, dans la commune de Diamniadio. En effet, ce site fait l'objet d'un contentieux qui nous oppose à M. Ibrahima Badiane, qui, ayant bénéficié d'un bail à l'État du Sénégal sur le TF 8456/R, a été illégalement recasé sur le site TF 8460R, en lieu et place de ce site. Aujourd'hui, nous nous étonnons de l'absence d'une délibération du conseil municipal de Diamniadio pouvant permettre à Sieur Badiane de dérouler son projet. Diamniadio fait face aujourd'hui à une pression foncière sans précédent et la conséquence immédiate de cette situation est perceptible dans la promiscuité et l'absence d'infrastructures sociales de base indispensables à l'épanouissement des populations locales, notamment des jeunes. Que toutes les démarches que nous avons initiées pour recouvrer ce site sont révélées infructueuses et notre sentiment de frustration découlant de cette situation est de plus en plus croissant. Ousmane Sow, membre du collectif Sam Souniouyef, ouf de soulagement des éleveurs du département de Dagana. Ils ont bénéficié d'un nouveau marché à bétail. Ce joyau, situé dans la commune de Mbane, plus précisément à Niassanté, est estimé à plus de 150 millions de francs CFA, le nord du Sénégal. La correspondance de Momar Alisnia. Niassanté, localité située dans la commune de Mbane, qui regroupe près de 107 villages, bénéficie désormais d'un marché pour le bétail construit par le ministère de l'Élevage pour un coût global de 164 millions de francs CFA. Cet ouvrage, d'un coût de 164 millions de francs, que l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Élevage et le projet PRAPS, a entrepris de mettre en place un marché à bétail pour aider ou bien assurer toutes les commodités de transaction ou bien de commercialisation de bétail à Niassanté, qui aujourd'hui peut être considéré comme un poumon économique du département de Dagana. Je souhaite au comité de gestion, je souhaite à M. le maire qui est à ma droite, M. Dembel Sow, que cette infrastructure-là puisse profiter aux populations en attendant d'autres réalisations dans la phase numéro 2 du projet PRAPS. Très satisfait de cette réalisation, le maire de la commune invite les populations à en faire bon usage. La balle est maintenant dans le camp des populations de Mbane qui doivent bien prendre soin de cette infrastructure. L'État aurait pu mettre ce marché dans d'autres communes, donc vous avez l'obligation de vous ouvrir à nos parents des autres communes, mais également de la sous-région. Le président de la République a fait ce qu'il devait faire. Le reste, maintenant, c'est à vous d'en prendre soin. Par ailleurs, pour soulager le calvaire des 107 villages qui évacuaient les malades avec des charrettes, le maire de Mbane leur a offert 3 nouvelles ambulances.
Lutte contre la pandémie à Covid-19, le combat continue malgré le lancement de la campagne de vaccination en février 2021. Le nombre de personnes immunisées reste faible au Sénégal. À Pékin, par exemple, ce qui inquiète les autorités locales, des stratégies sont en train d'être développées pour pousser les populations à se faire vacciner. Une campagne de sensibilisation a été organisée. La banlieue dakaroise, la correspondance de Momodou Lamine Fatija. On constate de plus en plus une légère hausse des cas de Covid-19 au Sénégal. Pendant ce temps, le taux de vaccination contre la Covid-19 reste faible. Une situation qui inquiète les autorités territoriales de la ville de Pékin. C'est pourquoi le maire a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il s'engage dans la sensibilisation. Dans le département de Pékin, je pense que nous le savons tous, à l'image du Sénégal, le taux de vaccination est encore assez faible. Et je pense que cet appel participe à encore sensibiliser les populations sur la nécessité impérieuse de continuer ce programme de vaccination qui n'est pour l'instant que le seul moyen que nous avons pour lutter contre la Covid-19. Je pense que cela, nous devons tous en être conscients, nous armer d'abnégation, nous armer d'engagement pour vraiment amener les populations à comprendre et à participer à cela. Pour une participation massive de la population à la campagne de vaccination contre la Covid-19, les comités d'entreprise républicains CER-APR mettent en place des stratégies de sensibilisation envers la population. Justement, il faut commencer d'abord par les jeunes. Parce que nous avons constaté que la plupart des jeunes n'ont pas encore eu à recevoir le vaccin. Et c'est important qu'eux portent le projet, portent le message et en parfaite collaboration avec les Badjanogor, avec les relais communautaires, qu'on puisse arriver à faire vacciner le maximum de population pour éradiquer définitivement la Covid-19 dans ce pays qui est le Sénégal. Parce que le but justement, c'est une fois que la Covid-19 soit éradiquée, nous pourrons être en mesure de reprendre nos différentes activités, de faire en tout cas en sorte que le plan Sénégal émergent que le président Macky Sall est en train de dérouler, que ça soit une réalité et que ça soit effectif. Pour éviter une troisième vague de contamination, les comités d'entreprise républicains, CER-APR et les autorités locales de Pékin investissent le terrain. Pour eux, la vaccination reste la seule voie du salut. Momodou Lamine Fati, je vous l'annonçais dans les titres célébration aujourd'hui de la Journée internationale des archives. Les médias sénégalais conservent-ils leurs archives? Un tour à Sud FM, la première radio privée du Sénégal, nous permet d'avoir une réponse à notre question. Sur place, un système d'archivage très numérique. Toutes les éditions, les émissions et même les animations sont bien structurées sur une base de données. Un constat fait par notre reporter, Mamsey Nabouba-Bouva. Bonjour, 12 heures sur l'ensemble du... La première radio privée du Sénégal dispose d'un système d'archivage très bien organisé. Cassettes, disques en passant par les CD. Aujourd'hui, Sud FM a mis en place un serveur numérisé qui conserve toutes ses archives. Éditions, émissions, publicités, rush, dossiers des animateurs, tous conservés dans une base de données. Du réseau synchronisé de Sen Radio, bienvenue à vous. Preuve à l'appui, le responsable technique de la Sud FM déroge quelques archives d'éditions et d'émissions religieuses. Archives des appels, des jeux concours, il ne laisse rien en rade. Sud FM créé en 1994, pourtant la radio garde soigneusement ses archives. Évidemment que nous n'en disposons, vu que vous êtes sans savoir que nous sommes la première radio privée du Sénégal. Alors, et que nous émettons depuis 1994. C'est-à-dire que donc depuis 1994, beaucoup de choses se sont passées. Et que beaucoup de choses qui se sont passées doivent être gardées en mémoire. Donc, je peux naturellement vous dire que nous avons des archives. Pour plus de sécurité, ils se sont passés des disques durs pour basculer vers un serveur. Nous avons débuté par des cassettes, donc les cassettes audio. À un moment donné, l'événement cassette dépassé, on s'est mieux sur les CD et les disques MD. Donc les mini-disques. Après les mini-disques, donc on s'est dit qu'il était temps quand même de numériser encore plus
C'est en ce moment que nous avons commencé avec les disques durs. Ensuite, on a jugé nécessaire quand même de plus sécuriser et on s'est permis d'abonner à un serveur. Les archives constituent la mémoire des nations et des sociétés. Elles fondent leurs identités et sont un élément clé de la société de l'information. Le journal, voici les titres. Fenêtre d'Afrique, la rubrique nous mène aujourd'hui en Gambie et nous parlons de la présidentielle de décembre prochain, également des réformes du fichier électoral, la carte d'électeur biométrique, les cartes d'électeurs biométriques qui seront délivrées en ligne de Banjul. Amadou Barisha. Bonsoir à tous. Il faut dire qu'en Gambie, depuis ce début de mois, les centres d'enrôlement repartis un peu à travers le pays et dans la capitale et en province sont pris d'assaut par des centaines de personnes au quotidien pour se faire enrôler et recevoir la carte d'électeur. C'est une première en Gambie. En 2 minutes, on peut se procurer, on peut s'inscrire d'abord sur les listes électorales et puis recevoir bien sûr ce fameux sésame qui permettra aux citoyens de pouvoir voter. C'est une carte biométrique qui est délivrée en une dizaine de minutes à peu près. C'est ce qu'on a constaté dans les différents centres d'inscription où nous nous sommes rendus. Et alors, l'opération va se poursuivre jusqu'à la mi-juillet, mais il se peut que le processus continue parce que la commission électorale quand même veut que les choses soient inclusives et veut que tout le monde participe à cette élection. C'est une grande première en Gambie, c'est une élection test post-dictature. C'est la première fois depuis le départ de Diamé que les Gambiens auront le suffrage universel libre. Ils pourront décider eux-mêmes s'il faut opter pour la continuité avec le président Adama Barrow ou bien la rupture avec l'opposition. Alors, les Gambiens sont très bien satisfaits et il y a un engouement autour de ces inscriptions. Nous nous sommes rendus et d'après les agents de la commission électorale indépendante qui a eu tout le temps quand même de pouvoir former ces agents dans les différents bureaux, ils ont pu constater que l'engouement, il y a un grand engouement autour de ces inscriptions-là. En une semaine, ce sont près de plus de 100 000 qui se sont déjà inscrits. Donc, vous voyez, cet engouement, il est énorme et l'opération se poursuivra jusqu'à la fin de juillet. Alors, la seule fausse note, évidemment, c'est la non-inclusion de la diaspora. La diaspora gambienne, on disait que pour la première fois, elle pourrait prendre part à cette élection, mais malheureusement, à la dernière minute, par manque de moyens, le ministre de l'économie et des finances l'avait déjà déclaré devant l'Assemblée que il n'avait pas inclus le vote de la diaspora dans le budget de la commission électorale et il compte quand même organiser une élection transparente. L'autre nouveauté aussi en Gambie, c'est cette fois-ci, on disait qu'on changerait le système, le vote à billes, mais à la dernière minute, là aussi également, la commission l'a fait savoir que le système de billes sera maintenu pour cette élection. Peut-être pour la prochaine peut-être législative, les élections législatives ou locales, on va tester quand même le système avec les cartes. Alors, comme on l'a dit, c'est une grande première à travers le pays, un scrutin qui est très bien attendu et puis les Gambiens comptent exprimer leur suffrage universel. Il faut le rappeler, la présidentielle en Gambie est fixée le 4 décembre prochain. Nous sommes mercredi. La rubrique hebdomadaire découverte s'intéresse aujourd'hui aux bâtiments coloniaux, surtout à ceux qui sont dans le Saloum, plus précisément dans la région de Kaolack. Entretien avec Iba Galosek. Iba Galosek est communicateur tradimoderne. Il revient sur l'originalité de ces bâtiments, mais également il regrette l'état de délabrement de ces édifices. Mam Seynabou Babouwa.
Capitale régionale et deuxième ville économique du Sénégal, Kaolack est un carrefour routier incontournable. Entre la préfecture, l'ancienne gouvernance et l'inspection du travail, entre autres, la ville abrite un marché pittoresque de vieux bâtiments coloniaux. Une halte bien sympathique aux yeux de ce communicateur tradimoderne, Iba Gallo Seck. Pourquoi les bâtiments à tuiles? Pourquoi les maisons coloniales à cette époque? Parce que tout simplement, il y avait de grandes fabriques, de grandes industries qui se trouvaient là-bas à Marseille et qui fabriquaient des tuiles. Et ces tuiles-là étaient exportées depuis la France vers le Sénégal, à telle enseigne que les maisons que je venais de citer dans les chefs-lieux de région et dans les 4 départements français, c'était des maisons en tuiles. La majeure partie de ces bâtiments coloniaux, avec leurs toits en tuiles, présentent certaines particularités, à savoir retenir la chaleur à l'extérieur pour garder la fraîcheur à l'intérieur. Les tuiles, c'était de la terre cuite. Et puis, les tuiles pouvaient vivre jusqu'à 200 ans, voire même 300 ans, sans aucun problème. À telle enseigne que les tuiles aussi, donc des régions comme Kaolack, Diourbel et autres comme Louga, ça retenait la chaleur à l'extérieur pour garder la fraîcheur à l'intérieur. Je veux dire quoi? Par exemple, à Kaolack, tu prends la préfecture de Kaolack, tu prends l'ancienne gouvernance de Kaolack, tu prends l'inspection du travail, tu prends ici le service régional de l'hygiène, jusque là où abrite le commandement militaire zone numéro 3 qui était l'ancien tribunal colonial. C'est des bâtiments à tuiles de conception coloniale et jusqu'à présent ça vit et ça vit. En croire ce communicateur tradimoderne, beaucoup de ces bâtiments coloniaux sont délaissés, ce qu'il trouve regrettable. Mais parmi ces bâtiments, il y a beaucoup de bâtiments qui sont classés patrimoine historique classé. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont patrimoine historique classé de l'UNESCO, comme la zone militaire là, c'est un bâtiment sans fer, l'inspection du travail. D'ailleurs, si vous allez à Gorée ou bien à Saint-Louis, sur l'île de Saint-Louis, l'île de Gorée, si vous voulez acheter une maison, tu n'as pas le droit de changer l'architecture de cette maison, mais tu peux aller au ministère de la Culture, au bureau architecture et monuments, on te donne le plan originel de cette maison et tu recommences la maison à la même forme. Il y a beaucoup de bâtiments coloniaux qu'on a délaissés et ce n'est pas normal parce que c'est un patrimoine culturel. Allez-y sur la corniche à l'avenue Roosevelt, allez-y à l'hôpital principal, allez-y au camp Dial Diop et un peu partout. C'est des bâtiments que nous devrions conserver du fait de leur charme, du fait de leur état colonial. Ça nous rappelle beaucoup et ça peut enseigner à la jeunesse sénégalaise. Mme Seynabou Babou, merci. C'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information 0h, le bulletin d'information avec Cheikh Hassan Fall. Bonne suite des programmes sur ITV.